qu'est-ce que c'est qu'un site internet? Qu'est-ce que c'est qu'un serveur web? On avait fait une vidéo sur internet et le web dans lequel on a un peu expliqué qu'est-ce que c'est que le web, et un ensemble structuré de pages reliées entre elles avec des hyperliens. Voilà. Donc un site internet, c'est un serveur disponible sur le web qui offre des services. Alors un serveur qui offre des services, c'est déjà la définition de ce qu'on appelle un serveur, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le domaine de l'informatique, précisément du web. Donc un ordinateur qu'on appelle serveur est un ordinateur qui offre des services. Tout comme une personne qu'on appelle serveur dans un resto est une personne qui offre des plats aux clients qui demandent. Donc c'est une personne qui offre un service ou un ensemble de services. Voilà. Dans la vidéo précédente, on avait dit que le web, c'est un ensemble structuré de différentes pages, comme je viens de le dire. Donc, ces pages sont schématisées par les points d'intersection. Ici. Donc, ces différentes pages qui se trouvent sur le web sont sur ce qu'on appelle, chacune de ces pages se trouve sur ce qu'on appelle un serveur. Donc, chacune de ces pages est disponible sur un site internet. Donc, on considère ces différents points comme étant des sites internet disponibles sur le web. Donc, des serveurs web disponibles sur le web qui offrent des services, qui offrent des différentes pages, qui offrent des différentes fonctionnalités et beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, les sites internet, c'est un serveur web qui offre des services. Ça peut être présenter les différentes pages, ça peut être présenter d'autres fonctionnalités, ça peut être des sites dynamiques qui offrent des fonctionnalités un peu plus complexes. Donc, un site internet est un serveur web qui offre des services aux internautes. Hein? Voilà, donc on est là. Tout cela constitue ce qu'on appelle les sites internet qui sont disponibles sur le web. Maintenant, prenons ce site et appelons-le Google. Et on le schématise par ceci. Et il se trouve qu'un client qui veut accéder au Google, voilà, un client avec son ordinateur utilise son navigateur pour pouvoir visiter les serveurs Google. Il tape www.google.com et là, il passe une commande. Donc, dès qu'il tape www.google.com, directement, avec les histoires des DNS et tout ce qu'on avait dit dans l'explication du fonctionnement des échanges de communication sur le web, déjà, on a expliqué tout ceci dans la vidéo consacrée à Internet et le web. Donc, je ne vais pas en revenir là-dessus. Pour ceux qui veulent bien mieux comprendre à propos de l'échange qui se passe avant d'accéder au serveur Google, vous pouvez vous référer à la vidéo qu'on a fait sur Internet et le web. Donc, on continue. Les clients utilisent son navigateur pour pouvoir accéder à la page web Google. Ils tapent ici www.google.com dans son navigateur. Et directement, ici, on a le serveur Google. Il accède au serveur Google. Donc, directement, la requête qu'il a demandée est reçue par le serveur. Et le serveur interprète la requête et lui retourne un résultat. Donc, ici, qu'est-ce que le serveur fait? Le serveur te dit, si quelqu'un vient avec cette commande, alors, on doit lui offrir ceci. Si quelqu'un vient avec cette commande, on lui offre ceci, on lui offre cela. Donc, une fois que la personne tape www.google.com, ok, une personne demande à vous voir, directement on dit voilà, donc je me présente. J'ai une page spéciale pour me présenter. Et voici la page que je lui retourne. Donc, le serveur retourne ce qu'on appelle un résultat au navigateur. Le résultat est retourné au navigateur qui a passé la commande, c'est-à-dire le client.
Et le navigateur interprète les résultats et il affiche à votre écran. Comme ça, vous voyez exactement la page web Google avec le logo, le moteur de recherche et tout. Voilà. Donc c'est comme ça que la commande s'effectue. L'ordinateur essaie d'accéder à une page du serveur. Donc l'ordinateur passe une commande. Le serveur répond à la commande. Donc si la commande n'est pas disponible, le serveur de toute façon il répond. La réponse est interprétée par ce qu'on appelle votre navigateur. Le navigateur, c'est le logiciel qui interprète les différentes pages web, disons, qui interprète, qui est conçu pour pouvoir afficher les pages web disponibles sur les serveurs. Voilà, donc c'est comme ça que le processus de la commande s'effectue entre un client et un serveur dans le domaine du web, pas dans le domaine des restos. Hein? Voilà, donc maintenant, il se trouve que sur le serveur web Google, il y a des configurations qui ont été faites ici. Il y a des outils, il y a plein de pages, il y a plein de fonctionnalités qui existent ici. Et toutes ces fonctionnalités, on peut les accéder. Mais cela dépend de notre façon de passer la commande. Donc on va aller sur Gmail. Une fois qu'on accède, on passe la commande Google, on a un résultat. Et dans ce résultat, on a la page web Google. Google, avec les menus Google Gmail, Google YouTube, et puis voilà, le moteur de recherche. Donc, en cliquant sur YouTube, ici, on passe une nouvelle commande sur le serveur YouTube. Il se trouve que le serveur YouTube est disponible ici, quelque part dans le serveur Google. Donc, la commande vient chez YouTube et la réponse est retournée au navigateur. C'est comme ça que la communication entre les serveurs web, c'est-à-dire le site internet, et les clients, c'est-à-dire les navigateurs, s'effectue. Le navigateur passe la commande et il a un résultat qui vous affiche à l'écran. Voilà, donc maintenant, la page web que le navigateur affiche et la page web, c'est-à-dire la page web que le serveur lui renvoie, les résultats que le serveur lui renvoie, c'est une page web. Et c'est cette page web que le navigateur interprète et qui vous affiche à l'écran. Et bien, cette page web est conçue dans un langage bien précis qu'on appelle le HTML. Hypertext Markup Language. HTML. Aujourd'hui, nous sommes à la version 5. Donc HTML, c'est un langage de script, un langage qui a été conçu dans le but de rendre lisible, disons, dans le but de permettre aux différentes pages web d'être lisibles par n'importe quel type de navigateur. Donc, avant la mise en place du langage HTML, il n'y avait pas de possibilité de lire un document qui a été fait un document qui a été fait en Word. Quand on crée un document Word, on ne peut pas l'ouvrir avec VLC. Voilà, donc le logiciel VLC n'est pas conçu dans le but de lire les documents Word. Et le document Word n'est pas un document qui peut être lu par VLC parce que le document Word est un document de traitement de texte. Et VLC est un logiciel de vidéo et d'audio, un logiciel de médias. Voilà, donc c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Alors, le mec qui a mis en place le HTML, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon, ce serait un peu génial si on met en place un langage qui permettra à tout le monde d'accéder à la même information en même temps. Donc, il a mis en place le HTML et maintenant les navigateurs utilisent le code HTML et l'interprètent afin de pouvoir afficher les résultats codés dans les scripts. Donc, le HTML est un langage de script qui est interprété par les différents navigateurs. Et le HTML, le HTML est contrôlé par un groupe de mecs qu'on appelle le 3WC. Ne me demandez pas ce que ça veut dire le 3W, World Wide Web. Le 3WC, c'est World Wide Web Consortium. C'est une organisation qui est là, qui gère la compatibilité des langages web, c'est-à-dire les langages qui sont utilisés dans le domaine du web. Ce groupe est là pour contrôler les structures, pour contrôler les compatibilités.
pour que les langages puissent être interprétés de façon facile par tous les navigateurs. Voilà, donc quand vous partez sur un site internet nommé Google ou quand vous partez sur un autre site, il se trouve que vous allez voir une image, qu'en passant la souris sur l'image, l'image s'agrandit automatiquement. Ça, c'est un code qui a été ajouté en HTML. Maintenant, si en utilisant Firefox, vous partez sur cette page, en passant la souris sur l'image, vous voyez que l'image s'agrandit automatiquement ou double de dimensions. En utilisant Google Chrome, vous allez sur la même page, vous essayez de passer la souris sur l'image, vous constatez que l'image ne s'agrandit pas. Alors, il y a un petit souci, c'est que le code qu'on a utilisé n'est compréhensible que par Firefox, mais il y a des petites modifications à apporter pour que le code puisse être bien interprété par le navigateur Google Chrome. Eh bien, il y a le groupe WC qui offre ces différentes options, ces différentes astuces afin de pouvoir faciliter la gestion du langage HTML, du langage CSS et tous les autres langages web. Voilà, donc les pages web sont conçues en HTML et interprétées par le navigateur. Et ces pages web conçues en HTML sont générées ou proposées par le serveur web. Donc, un serveur web, c'est l'ordinateur qui sert, c'est-à-dire un site internet qui offre des services. Et ces services sont offerts sous forme de pages web, c'est-à-dire des pages conçues en HTML. Voilà, donc alors, comment faire pour mettre en place une page web? La mise en place d'une page web demande certaines compétences dans le domaine du langage HTML, du langage CSS. Et voilà, donc vous avez besoin de quelques langages comme le HTML, le CSS, le JavaScript afin de pouvoir mettre en place une très bonne page web. Mais vous pouvez mettre en place une page web aussi sans aucune connaissance de ces langages-là. Voilà, donc la mise en place d'une page web, c'est simple. Il vous faut un éditeur ou un logiciel spécial qui peut mettre en place des pages web. Donc, pour ceux qui ont des notions dans le domaine du HTML, du CSS et du JavaScript, vous pouvez utiliser un éditeur de texte comme Notepad++, comme Sublime Text, comme NetBeans pour mettre en place vos pages web. Voilà, donc ça c'est lorsque vous maîtrisez les langages HTML, les langages CSS et les langages JavaScript. Mais si vous êtes quelqu'un qui ignore tous ces langages, vous pouvez aussi mettre en place une page web. Il faut juste utiliser un logiciel qui permet de créer des pages web ou même utiliser un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word. On peut utiliser Microsoft Word pour mettre en place des pages web, bien sûr. On va faire une nouvelle présentation vidéo dans laquelle on va vous expliquer un peu comment mettre en place des pages web avec les logiciels Microsoft Office Word. Alors, on sait maintenant qu'est-ce que c'est qu'une page web, on sait maintenant qu'est-ce que c'est qu'un serveur web, qu'est-ce que c'est que le web, comment est-ce que la communication s'effectue entre le serveur et un client qui est un navigateur. Maintenant, comment faire pour mettre en place un serveur web? Comment faire pour mettre en place un site internet? On fait ce qu'on appelle un hébergement. Vous savez, dans la vie, si on veut acheter un terrain, on a besoin d'aller voir un département spécialisé dans ce domaine et on paye le territoire qu'on veut acheter et bien on commence à construire dessus. Sur le web, c'est la même chose. Pour pouvoir se procurer des serveurs en ligne, c'est-à-dire pour pouvoir se procurer un site internet, vous avez besoin d'acheter un espace. Donc, comment faire pour acheter un espace? Voilà, donc d'abord, comment faire pour se procurer un espace? Par contre, dans les lois, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Vous avez besoin d'un hébergeur. Une fois que vous aurez un hébergeur, vous achetez et puis tout, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hébergeur et qu'est-ce que c'est qu'un hébergement? Ceci est ce qu'on appelle le web. On a Google ici.
Facebook ici. On a Yahoo ici. On a Hotmail ici. Quoi d'autre? On a Google Plus. Et on a Gmail ici. Et etc. Donc, voici notre web. On a tous ces différents serveurs, disons, tous ces différents sites internet qui sont déjà disponibles sur le web. Et nous, on veut faire partie de cet ensemble. Donc, déjà, la première des choses à faire, c'est-à-dire, tous ces sites internet ont déjà ce qu'on appelle un espace propre à eux. Ils ont tous un espace propre à eux. Donc nous, on va mettre en place un site internet afin de pouvoir proposer des services, afin de pouvoir se présenter, afin de pouvoir présenter des informations à propos de son entreprise, à propos de ses projets. Voilà, donc on a besoin d'acheter un espace d'abord. Et les espaces sont vendus par ce qu'on appelle des hébergeurs. Donc, pour pouvoir se procurer un espace, il faut acheter. Il y a beaucoup d'hébergeurs comme Hostbig, comme Servom, comme OVH, puis il y en a plein. Il y a des centaines d'hébergeurs qui proposent des hébergements en ligne. Maintenant, comment est-ce que l'hébergement s'effectue? Comment est-ce qu'on peut se procurer de cet espace? Comment ça se passe? Vous venez voir l'hébergeur, vous lui demandez que vous voulez un espace. Voilà, l'hébergeur vous propose les différents espaces disponibles chez lui. Déjà, il y a deux types d'hébergement, ce que vous devez savoir. Il y a l'hébergement mutualisé et l'hébergement dédié. Donc, l'hébergement mutualisé et l'hébergement dédié. Qu'est-ce que c'est que l'hébergement mutualisé et qu'est-ce que c'est que l'hébergement dédié? L'hébergement mutualisé, c'est... On va un peu prendre l'exemple de la vie. Supposons que vous venez d'atterrir en France, vous venez pour bosser et vous devez louer un appartement. Ok, il y a un démarcheur qui vous a trouvé un appartement de 6 pièces, un joli appartement dans un grand immeuble. Voilà, donc vous venez voir l'appartement et vous l'achetez. Disons, vous ne l'achetez pas, vous payez les cautions avec les mois d'avance et vous habitez l'appartement. Vous venez de faire ce qu'on appelle un hébergement. Vous êtes hébergé là-bas. Chaque fin de mois, vous devez quelque chose au propriétaire. Donc, l'appartement que vous venez de prendre, que vous venez de louer, fait partie d'un ensemble d'appartements dans ces grands immeubles. Eh bien, cet appartement que vous avez loué, vous venez de faire un hébergement mutualisé. Vous cohabitez avec d'autres personnes dans le même immeuble. C'est ce qu'on appelle un hébergement mutualisé. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'hébergement dédié? D'hébergement dédié, on vous a présenté l'appartement, vous dites que non, vous voulez pas ça, vous voulez plus que ça, vous avez beaucoup d'affaires, vous avez 6 femmes, et puis voilà, donc vous avez des enfants, et puis ces 6 pièces ne vous suffisent pas pour pouvoir bien habiter ou pour pouvoir bien héberger quelque part. Voilà, donc les démarcheurs vous disent, ok, ces 6 pièces sont suffisantes, alors on vous propose une villa qui se trouve à Paris, une villa de 10 pièces, avec une piscine, un jardin, et tout, voilà. Vous partez, vous regardez la piscine, disons, vous regardez la villa, elle vous plaît, et puis voilà, vous prenez la villa, vous la louez. Donc, vous venez de faire ce qu'on appelle un hébergement dédié. En louant la villa, vous avez fait un hébergement dédié. La villa est à part. La villa ne fait pas partie d'un appartement. Donc, vous avez fait un hébergement dédié. Maintenant, lorsque vous louez l'appartement qui se trouve dans le grand immeuble, l'appartement n'est pas le seul appartement de l'immeuble. L'appartement, c'est juste le premier ou le deuxième ou le centième appartement de l'immeuble. Donc,
En hébergeant dans l'appartement, vous avez fait un hébergement mutualisé. Et en louant la villa, vous avez fait un hébergement dédié. Donc, on revient dans le domaine du web pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Vous avez déjà un peu compris. En faisant un hébergement mutualisé, vous prenez un espace disponible dans un seul serveur. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs ici, c'est les serveurs mutualisés. Donc, votre hébergeur vous propose des serveurs de ce genre. Il vous propose aussi un serveur comme ceci. Il vous propose aussi des serveurs de ce genre. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous voulez un hébergement mutualisé, vous allez cohabiter avec d'autres sites internet sur un seul serveur. Maintenant, si vous voulez opter pour un hébergement dédié, là, on met en place un serveur spécial pour vous. Donc, le serveur est spécial pour vous. Voilà, donc l'hébergement mutualisé, ce sont ce type d'hébergement, et l'hébergement dédié, c'est ce genre d'hébergement. Maintenant, quels sont les avantages d'un hébergement mutualisé ou dédié? Quelle est la différence en plus de ce que je viens d'expliquer? Ce qui est le plus avantageux, c'est l'hébergement dédié. Parce qu'avec l'hébergement dédié, vous choisissez tout ce que vous voulez qu'on installe sur votre espace. Avec l'hébergement mutualisé, vous êtes un peu bloqué. Parce que vous ne pouvez pas demander quand vous habitez l'appartement, vous ne pouvez pas demander de casser un mur ou de faire des modifications au niveau de l'appartement. Bon, dans l'appartement, c'est une possibilité, mais hors de l'appartement, c'est pas possible parce que en faisant des modifications hors de l'appartement, vous risquez d'endommager un autre appartement, ce qui n'est pas bon. Donc, on vous propose des services ici, mais des services limités à votre espace, pas en dehors. Et là, vous avez un espace social, vous pouvez tout faire là-bas. Donc, avec un hébergement mutualisé, vous êtes limité en matière de fonctionnalité. Mais avec l'hébergement dédié, vous n'êtes pas limité. La limite, ça dépend de vous. C'est vous qui gérez votre serveur. Donc, l'hébergement dédié, on met en place un ordinateur spécial, un serveur spécial pour vous sur le net. Maintenant, l'hébergement mutualisé, on réserve juste un espace disponible dans un grand serveur et vous allez cohabiter avec d'autres sites internet, avec d'autres serveurs web. Ok, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Un site internet est un espace disponible sur un serveur et cet espace propose des services. Cet espace, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses. Et les services offerts par cet espace sont sous forme de pages web. Voilà. Donc ces pages web sont conçues dans un langage bien précis qu'on appelle les HTML, qui est utilisé avec les CSS, les JavaScript. Voilà. Donc les HTML, c'est un langage de script. Et les HTML est contrôlé par un groupement qu'on appelle les 3WC qui gère la compatibilité des différents langages web. Voilà, donc on a un peu expliqué la communication entre les navigateurs et les serveurs. Et maintenant, on a parlé un peu du type d'hébergement. Des types d'hébergement mutualisé et dédié. Donc le mutualisé, c'est prendre un espace se trouvant sur un serveur et dans lequel se trouvent d'autres espaces. Donc vous cohabitez avec d'autres serveurs, vous cohabitez avec d'autres sites internet. Donc les fonctionnalités sont un peu limitées là-bas. Par contre, l'hébergement dédié est un hébergement spécial, c'est un serveur spécial, un ordinateur spécial à votre nom disponible sur le web. Voilà, donc c'était un peu en gros ce que nous voulons vous présenter comme vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Dans une nouvelle vidéo, nous allons expliquer un peu comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une page web. Déjà qu'on sait comment acheter un hébergement, déjà qu'on sait
comment mettre en place un serveur, comment mettre en place un site internet. Maintenant, il nous faut créer des pages web, déjà en fonction de ce qu'on veut présenter comme projet, en fonction de ce qu'on veut présenter sur internet. Et dans une prochaine vidéo, nous allons vous expliquer comment faire pour créer des pages web en utilisant le HTML ou en utilisant un autre outil. Merci de m'avoir suivi, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.